Connaissance. Recherche. Sciences. Dessin, mathématiques, Théorie. Physique. philosophie, Conférences. archéologie, environnement, nature. Le sujet de ce dernier cours et du dernier séminaire de demain est un sujet assez difficile à traiter dans un laps de temps aussi court. Il est difficile à traiter en général. Ce que je vous propose, puisque nous nous penchons sur la question de la forme, c'est d'examiner aujourd'hui un certain nombre de comportements de compositeurs vis-à-vis de la forme, de voir en effet comment ils harmonisent les structures de leur composition à plusieurs niveaux pour en dégager un profil général à partir d'un contenu particulier et d'un style. Demain, nous aurons plus de temps et nous verrons plus en détail comment des compositeurs particulièrement marquants dans cette dimension de la composition réalisent des compositions très originales et parfois de dimensions supérieures à celles que nous pourrions traiter aujourd'hui. Alors, si nous parlons de forme, nous parlons naturellement de dimension, donc œuvres plus ou moins longues, formes petites ou grandes, pour schématiser. Et bien sûr, selon les périodes et selon les héritages, selon aussi le parcours à l'intérieur d'une œuvre, on a non pas des enveloppes, mais des mises en structure, des mises en perspective de dimensions différentes. Ainsi, le baroque, avec son héritage de formes courtes, avec ses agencements de danse, nous propose souvent des œuvres d'une durée relativement brève. Je dis bien relativement et je dis bien souvent seulement. La forme à appréhender est donc souvent plus simple qu'à d'autres moments de l'histoire de la musique. Néanmoins, les agencements de pièces entre elles donnent souvent lieu à un travail d'unification très intéressant. Par exemple, en ce qui concerne les œuvres pour clavier, si nous nous penchons sur des suites de danse, par exemple de Handel, ou sur des ordres de François Couperin, nous voyons comment ceux-ci ont voulu donner beaucoup d'organicité à des pièces où la diversité est de mise. Prenons pour exemple un ensemble de pièces de Couperin du XXIe ordre et voyons par exemple comment la dernière des pièces, nous commençons par la fin, la petite pince sans rire, eh bien, nous frappe, comme tellement souvent, par sa caractérisation. Et ce qui nous intéressera pour notre propos, c'est d'examiner le tout début de la mélodie, qui s'arrête sur une note de gamme, c'est une gamme descendante en quelque sorte, succession de mouvements conjoints. Et si nous prenons pièce à pièce maintenant, nous voyons que si la caractérisation et la différenciation sont comme toujours chez lui tout à fait étonnantes, néanmoins l'organicité générale est très frappante aussi grâce à ce travail thématique. Ainsi, dans la harpée, pièce dans le goût de la harpe, nous remarquons au début une partie seulement de notre gamme,
descendante toujours, mais elle est bien présente en tout cas. En allant toujours à rebrousse-poil, la couperin, là c'est bien la même gamme, un peu plus longue, mais dans le sens inverse. La bondissante, elle, qui porte très bien son nom, eh bien, la plupart de nos notes sont ici, en descendant, comme lors de la dernière pièce. Quant à la première de ces pièces, la Reine des chœurs, peut-être on a moins remarqué la présence de notre motif, quoiqu'il pouvait se dégager de la deuxième mesure, bien perceptible malgré l'ornementation. Cependant, si nous portons l'attention à la basse, là, très clairement, on a notre gamme sur toute son étendue qui structure le début de ce petit cycle. Je le mets en valeur. On voit donc bien ici cet éternel souci vital de la différence dans l'unicité que l'on retrouve bien sûr dans toutes les périodes possibles, merci beaucoup, de notre histoire musicale. En réalité, ce que je vous propose d'observer, c'est précisément cela, c'est-à-dire comment des compositeurs à différents moments de notre histoire ont essayé d'unifier des idées extrêmement différenciées. Là, c'était de pièce à pièce. Maintenant, nous allons l'observer dans la période classique, à l'intérieur d'une forme plus grande, d'idée à idée, puisque un des fondements de la sonate, c'est d'inclure dans une même pièce des principes contrastants. Alors, nous allons voir comment certains compositeurs, je pense à Haydn en particulier, mais Beethoven sera notre exemple aujourd'hui, comment le compositeur peut inclure dans un même germe des idées qui vont prendre un chemin très différent. Penchons-nous un peu, si vous le voulez bien, sur sa 7e sonate, et ce qui sera remarquable là, ce sera de voir comment une même cellule mère va générer des thèmes différenciés dans un même mouvement, mais également des thèmes dans l'ensemble de la sonate. Le premier mouvement commence par une sorte d'interpellation. Alors, tout le motif est basé à partir du même schéma. J'ai choisi volontairement dans les différentes petites démos pour la période tonale, justement 3 compositions basées presque à partir du même motif. Une demi-gamme, si l'on veut, qui est renversée, mais pas complète, 3 seulement de ces notes, qui créent un motif mélodique particulier, et puis la tierce engendrée va être multipliée, et pour terminer, nous aurons non plus 4 notes, c'est-à-dire un intervalle de quartes décrit par une gamme, mais son renversement, un intervalle de quintes décrit par une gamme montante cette fois. Voilà donc ce travail dont on n'a que faire bien sûr comme auditeur, mais qui nous intéresse si nous nous penchons sur le fonctionnement musical et qui permet de varier déjà le profil d'un geste tout en lui conservant un aspect très unifié. Maintenant, nous parlions de gestes. En voici un, très beethovénien, presque comme pour isoler, pour donner plus de force au motif originel. Beethoven s'arrête, il y a un point d'orgue, avec un coup de poing, un sforzato, bien
bien avec son tempérament, comme pour isoler le motif, pour nous dire attention, c'est un moment important de la forme, c'est le début de la pièce. Vous savez, dans le classique, quand on énonce la première partie d'une phrase, eh bien le reste vient après, et voici le reste. Pardon, je reprends. Alors vous reconnaissez bien sûr une autre présentation de notre moitié de gamme qui s'enroule sur elle-même. Cette fois-ci, elle est articulée différemment, les notes ne sont pas détachées mais liées. Et puis l'enchaînement du motif avec lui-même est différent, mais donc au bout du compte, l'identité de ce que nous percevons est très différente. Néanmoins, il s'agit du même monde mélodique. Il y a un petit ajout qui est intéressant cependant, comme si c'était un écho du coup de poing qui a arrêté le fil du discours. C'est cette note répétée, comme une clochette, qui vient apporter son grain de sel au flux général. Et puis, une petite cadence, presque de convention, mais avec une sorte de pied de nez quelque part. Et en tout cas, avec notre cellule d'origine transformée. On voit donc comment, au niveau de la microforme, celle d'une phrase, on a un jeu sur plusieurs niveaux, on a vraiment une composition très aboutie. Mais nous sommes là au niveau des phrases, au niveau du discours, dont nous avons déjà traité. Alors, allons plus loin et voyons comment bientôt Beethoven reprend cette phrase en lui donnant plus d'importance. Il fait jouer l'une des mains à l'octave, l'autre aussi, comme pour renforcer ce jeu de motifs, et il le renforce d'autant plus qu'en fait, il va plus loin, il surenchérit. Sa gamme va plus loin, et il ajoute pratiquement à ce processus 3 notes en tout d'un coup ralentissant la vitesse d'énonciation de cette gamme. S'arrêtant sur la 3e note. Mais tout à l'heure, quand nous nous sommes arrêtés, c'était un La, la dominante de Ré. Cette fois-ci, c'est un Fa dièse, une autre forme de dominante de Ré. Néanmoins, il y a ambiguïté, parce que ce Fa dièse, qui est énoncé tout seul, est aussi une véritable dominante pour Si mineur. Vous savez, le relatif de Ré majeur. En principe, ce type de tonalité pourrait intervenir plus tard, mais dans un langage commun comme le langage classique, de compositeur à compositeur, on fait des jeux de construction qui sont toujours variés et la créativité amène d'excellents compositeurs à nous surprendre et non à nous endormir. Ce qui suit est donc, en effet, dans la tonalité de Si mineur et nous semble une musique totalement différente, d'un ton différent. C'est comme si on était dans un autre pan de la sonate. Comment se fait-il cependant qu'on n'a pas l'impression d'être dans une autre œuvre complètement ? Mais c'est qu'en réalité, au niveau mélodique, on travaille toujours à partir des cellules originelles. C'était notre tierce, générée tout à l'heure au début de notre thème. Et puis, c'est notre formule de départ, qui a même été transformée tout à l'heure en modulant. Et cette petite note répétée, c'est notre clochette de tout à l'heure, c'est-à-dire la transformation du sforzato interrogatif de Beethoven. On voit donc comment
il arrive à créer du neuf qui est vraiment partie intégrante du tout. Deuxième partie de ce nouveau volet, un autre type de facture ici, type d'activité qu'on ne connaissait pas, avec une syncope à gauche, là encore, toute nouvelle, et un motif assez curieux, disons, mi-ironique, mi-ridicule, on ne sait pas trop à vrai dire. En réalité, encore une fois, dans le domaine mélodique, nous sommes dans les mêmes types d'agencement. Les 3 notes conjointes, notre motif de 4 notes, à nouveau 3 notes conjointes, même la main gauche avec sa syncope joue les 3 mêmes notes mais renversées. Et quand elle les joue dans l'autre sens, c'est pour intégrer la répétition de la petite clochette. On voit donc comment quelques principes greffés à certains moments viennent avoir des conséquences en cours de route importantes. La sonate va son chemin et bientôt nous arrivons, après un grand geste découlant vraiment du premier, c'est-à-dire de cette gamme d'octaves qui s'est transformée, devient chromatique, et puis une cadence triée, et nous arrivons à la dominante. C'est le moment donc du deuxième thème, et le deuxième thème est très contrastant, c'est une sorte de danse un peu déhanchée. Cependant, les mêmes 4 notes qu'au début, plus la tierce qui a été énoncée dès le départ. Et cette conclusion un peu drôle qui mène à une cadence impeccable, eh bien, elle vient de notre superposition de tierces du début. On voit vraiment combien Beethoven arrive à profiler des matériaux extrêmement contrastants en les dégageant tous vraiment d'une matrice originelle. Après une suspension qui, dans le silence, rappelle la suspension du sforzato de tout à l'heure, du point d'orgue, coup de poing, là encore Beethoven nous dit attention, moment important, il a ce sens du geste dramatique qui souligne la forme. Eh bien, nous entendons une sorte de deuxième mouture du deuxième thème, ou de quasi-troisième thème, c'est à interpréter comme on veut, le compositeur joue de ses ambiguïtés. Que se passe-t-il ici? Eh bien, le motif de 4 notes est passé à la basse. Quant à la partie supérieure, elle joue avec la syncope que nous avons connue plus tard dans le petit épisode inattendu Ce qui est intéressant ici, c'est la façon dont le motif de 4 notes est réitéré. Et quand nous allons moduler, il va être réitéré de façon tout à fait obstinée, ce qui va donner au passage de la modulation, et Beethoven module beaucoup ici, ce passage tellement important dans toute musique, mais dans le cadre de la sonate classique en particulier, ce qui va donner à ce passage une sorte de prégnance particulière.
imaginons que Beethoven fasse les mêmes modulations avec un motif beaucoup plus neutre, on n'aurait pas soudain cette agitation qui rend ce passage modulant aussi actif. Cela débouche sur quoi? Une cadence presque un peu trop pompeuse en La majeur, c'est notre tonalité de dominante, c'était le but pour conclure ce premier panneau du premier mouvement de notre 7e sonate. Mais pour donner beaucoup plus de force à ce passage, Beethoven donne une gamme d'octaves descendantes dans la main gauche, qui fait vraiment pendant naturellement à notre premier geste, et qui va donner à ce passage d'affirmation de la tonalité une sorte de côté brillant, presque triomphant, tout à fait irrésistible. Et quand nous aurons établi notre pilier, notre pôle de dominante, il nous restera alors à regarder un peu en arrière. Alors, pourquoi une telle rupture à ce moment-là? Eh bien, rappelez-vous, d'où vient ce motif en quinte? Ce n'est pas le type d'intervalle auquel Beethoven nous a beaucoup habitués jusque-là. Ce type d'intervalle vient de l'affirmation glorieuse de la dominante. Voici ces intervalles, mais cette fois-ci dans le mystère. Voici donc une rupture extrême pour redire le même matériau. Dès lors, notre pédale de dominante, comme on dit dans les écoles, notre sorte de bourdon, répétera inlassablement la même affirmation, cependant que nous entendrons un dialogue très curieux, mettant presque en scène notre première cellule de 4 notes, avec sa réponse. À grande distance, il est vrai qu'avec tous les grands gestes que Beethoven a employés, il a ouvert un espace spectaculaire, mais jusqu'à maintenant, il n'a pas fait alterner les extrêmes dans cet espace. On a donc une façon vraiment de créer un événement très nouveau pour nous dire, bien voilà, un moment très spécial, c'est vraiment la fin de la coda, c'est la fin de l'exposition. Voici donc un essai de définir un parcours dans la forme, dans le premier volet d'un mouvement, en essayant de dégager son organicité. Parcourons très rapidement maintenant le 2e et le 3e mouvement. Le 2e mouvement est un mouvement d'un exceptionnel pouvoir expressif. Il semble vraiment que Beethoven n'arrive pas à décoller, si vous me passez le terme, de sa tonique et de sa note sensible, bref, de ce minuscule intervalle de secondes qui vraiment se réitère à satiété et sur toutes les harmonies. Parfois, on arrive à la tierce, parfois à la quarte. Mais c'est avec beaucoup de peine. Cependant, vous aurez sans doute remarqué que nous avons ici
une seconde et une tierce, mineure, nous sommes en mineur, et non pas majeur, comme tout à l'heure. Un caractère tout autre, rien à voir avec le dynamisme vectoriel du premier mouvement, mais une parenté thématique évidente. À la fin du mouvement, des harmonies de conclusion diront leur tristesse en dialogue avec les lamentations de la cellule d'origine, mais inversée, comme si la plus petite cellule possible, deux sons les plus rapprochés possibles, ceux qui ont créé nos 4 sons d'origine, était la façon de mieux ramasser ce désespoir. Et quand le poids le plus ramassé de cette tristesse aura été exprimé à l'instant, nous n'aurons plus comme dernier soupir que cette même cellule sur la tonique, seule, non harmonisée, toutefois avec un dernier commentaire, avec le même rythme, mais cette fois une seule note, comme si nous retournions vraiment dans l'œuf originel. Le menuet qui suit apportera une lumière extrêmement douce à ce mouvement lent qui compte parmi les plus denses de ceux de Beethoven. Tiens, qu'est-ce que c'était que cette syncope qui du reste est suivie de nos 4 notes? Eh bien, c'était la syncope d'où démarrera la très jolie mélodie que nous venons d'entendre. Cette suspension au départ qui précède nos 4 notes. Nous voyons donc bien que ces 4 notes, ou 3 parmi ces 4 notes, sont présentées chaque fois de façon différente. Une fois directe et péremptoire, une fois en fait réduite à 2 notes puis à 3, une fois précédée d'une syncope, et la dernière fois dans le 4e mouvement, isolé. Là, c'est vraiment un petit jeu théâtral auquel Beethoven se livre. 2 fois la même question avant de nous répondre. Alors, que se passe-t-il ici? Eh bien, on a en fait une carrure classique, vous savez, ces proportions de phrases bien symétriques. Et si nous recommencions maintenant, nous serions sur nos pieds. Mais le fait que Beethoven, au début, réitère sa question, nous fait perdre pied dans notre carrure. Et le fait que Beethoven s'immobilise ensuite, prenne le temps d'ornementer et s'immobilise encore une fois, là encore, nous fait perdre nos repères. On voit donc bien ce jeu avec des habitudes qui fait qu'un compositeur peut nous mettre à l'aise quelque part en nous faisant commercer avec des habitudes
disons, non pas des lieux communs, mais en tout cas des comportements communs, ou au contraire, la façon dont un compositeur, surtout des compositeurs avec une personnalité forte, peuvent bousculer ses habitudes et provoquer en nous la surprise, ou en tout cas transformer leur texte dans un texte d'une originalité foncière. Lorsque Beethoven continuera son discours, il modulera, il y aura une troisième cellule, ce qui fait que pour la compenser, il s'arrêtera, mais un peu trop tôt, reprendra la cellule, et seulement au terme de cet ensemble de petits dialogues, nous retomberons sur nos pieds. On voit donc qu'il y a une sorte de compréhension d'une proportion générale, mais d'une façon de multiplier la même cellule ou de faire intervenir des cellules plus courtes ou des suspensions subites de la phrase qui font qu'on manœuvre un peu à deux niveaux. Au demeurant, du reste, ces points d'orgue nous rappellent les points d'orgue du premier mouvement, cette façon d'arrêter tout d'un coup le déroulement de la pièce. Ce rondo sonate finale est extrêmement vivant, et ce qui sera intéressant, c'est de voir comment il reprendra des gestes ou des comportements que nous connaissons bien. Par exemple, celui-ci. Ça nous rappelle notre gamme du premier mouvement quand elle est devenue chromatique. Et ceci, notre petite clochette. Et un peu plus loin, ça nous rappelle vraiment le point d'orgue du premier mouvement. Et du reste, pour certaines raisons, parce que bientôt, notre phrase va nous conduire vers une surprise d'importance, l'entrée du développement. Celui-ci se fera en termes de modulation et de proportion d'une façon très surprenante et très puissante. Et quand, au cours de ce développement, on s'interrogera, comme au début de la sonate, ce sera pour mieux moduler et ensuite pour retenir la dernière formule que nous venons d'énoncer dans cette nouvelle tonalité, et pour la répéter presque infiniment. On voit que les jeux sont nombreux de transformation d'un même matériau, mais que les repères, pour ne pas nous faire perdre la forme, sont très puissants. Pour nous mettre avec une pancarte, attention, fin de la pièce bientôt, Beethoven va faire un nouveau point d'orgue, mais cette fois-ci en y insérant une cadence brillante. Et puis toujours notre interrogation, mais avec une réponse tuilée quelque part. Et ensuite un tout nouveau matériau, un peu banal, mais sur le même rythme et avec des modulations bien éloignées. Mais c'est toujours notre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Autre musique, même rythme. Et ce forte piano, c'est un dernier léger coup de poing pour nous dire dernier événement, la dernière page de la coda. On combine cette gamme chromatique qui était là à plusieurs endroits importants et qui a parcouru la pièce, premier, dernier mouvement, avec une sorte de transformation, extension de notre thème qui nous indique de façon claire qu'on est là très conclusif, mais qui se multiplie sur un schéma de base
qui n'est autre que notre cellule mère de 4 notes, celle qui a engendré l'ensemble des thèmes de la sonate. Voilà, je suis resté un peu longuement sur cette œuvre qui nous permettait de réfléchir une fois de plus sur les mécanismes si riches du langage classique, sur la façon de fonctionner un peu de Beethoven, si vous me passez le terme, et en général sur la façon dont on peut composer avec des sons. J'aimerais aborder maintenant un cycle sur lequel nous nous sommes penchés plusieurs fois. J'aime bien revenir sur les mêmes œuvres, puisque notre propos est d'observer des œuvres sous différentes perspectives, pouvant ainsi dégager une réflexion, soulignant au bout du compte quelle peut être la démarche de l'interprétation. Et ce cycle, c'est le cycle des Kreisleriana de Schumann. Pourquoi ? Eh bien parce que là, l'idée d'avoir plusieurs petites pièces successives, c'était finalement l'idée des 2 pièces sur lesquelles nous nous sommes penchés jusqu'à présent, est traitée de façon très différente. Elle est traitée dans l'optique du fragment romantique, dans tous les sens du terme. Et ce cycle où les pièces ne comportent pas de titre, où parfois elles ne se terminent pas vraiment, où l'ensemble du cycle du reste ne se termine pas vraiment, où les différents panneaux, en quelque sorte, où les différents moments du récit alternent, parfois en se coupant la parole de façon violente, parfois par système de résurgence ou de jeu de mémoire, nous permet bien de voir, avec aussi ce jeu dialectique de Schumann, qui est un peu la conséquence de sa cyclotimie, nous permet de voir comment un compositeur peut libérer des extrêmes en composition, tout en arrivant d'une façon beaucoup moins facile à définir que Beethoven, à cependant créer une vision d'ensemble. Vous vous souvenez de la première pièce de ce recueil de fantaisie, où Schumann, sur lequel nous sommes déjà penchés, Schumann opposait un épisode très agité à un épisode, au contraire, beaucoup plus ailé et lyrique. Eh bien, nous avions observé la thématique et nous avions vu qu'en fait, nous avions 2 fois 2 notes dont le motif était très similaire, quoique renversé, et j'ai choisi ce cycle aussi parce que dans l'une de ces versions, eh bien, nous retrouvons très exactement la structure beethovenienne. Dans la deuxième des pièces de ce recueil, lorsque nous abordons le versant nostalgique de Schumann, son versant abandonné, le côté Eusébius, ce motif se réitérant de nombreuses fois et ce panneau se réitérant de nombreuses fois, parfois de façon très incertaine, comme pour mieux nous montrer qu'ici la dimension psychologique est peut-être la plus importante de toutes, eh bien, nous pouvons observer qu'en tout cas, ce court motif thématique est basé sur les mêmes intervalles qui engendrent le thème du premier mouvement. Ce sera le cas de tous les épisodes et nous pourrons apprécier dans la dernière page de ce deuxième mouvement combien après un épisode de doute improvisé, de douloureux doute improvisé,
qui aboutira à des modulations tout à fait sublimes. Eh bien, le thème reviendra dans une sorte d'interrogation complète. Et l'interrogation est harmonique aussi, comme le signifie l'accent qu'écrit Schumann sur sa basse. Et puisque ce premier motif, cette fois-ci, est répété pour aboutir sur des questionnements toujours plus incertains, eh bien, la main gauche se met à improviser. Pour que tout d'un coup, il y ait un moment d'effervescence lyrique, vraiment comme si, en dehors de toute contingence de forme et de propos, eh bien, l'âme du compositeur, de l'artiste ou de l'écrivain ayant inspiré Schumann s'épanchait pour suspendre le discours. Le discours reprendra après, mais pour terminer cette pièce, d'une façon qui nous montre bien que nous n'avons pas véritablement de mots fins, nous n'avons pas de cadre ici, nous avons des épisodes tout en interpénétration. Contraste toujours la troisième pièce. Qui, avec sa chevauchée haletante et très rythmique, naturellement montre un tout autre côté, beaucoup plus halluciné de Schumann. Cependant, même type de structure intervallique, de même que dans la quatrième pièce, elle très lyrique, on alterne toujours d'un état à un autre. Ce qui est très remarquable, c'est que ce qui était extrêmement frappant avec Beethoven, on se disait à chaque fois « Ah, je reconnais le motif », l'est beaucoup moins avec Schumann. C'est très ambigu. En fait, les façons de présenter le motif ne sont pas évidentes. Les transformations nous laissent parfois dubitatifs, et c'est ce qui est très captivant avec lui, c'est la façon dont il cache souvent certains motifs, certains messages, certaines inscriptions au cœur de ses pièces. À nouveau une pièce en sol mineur. Les rapports entre tonalités sont fondamentaux dans ces ensembles de pièces. Puis, à nouveau, une pièce de veine lyrique. Et toujours nos quatre notes. C'est dans cette pièce que nous trouvons ce fameux passage où on a l'impression de glisser tout d'un coup, non pas d'un caractère ou d'un état à un autre, mais presque d'une scène à une autre, ou d'une pièce à une autre. Comme si on s'apercevait en lisant une nouvelle que l'écrivain facétieux nous a fait perdre pied sans qu'on s'en rende compte, et qu'on se trouvait à ce moment-là soit dans une autre couche du récit, soit dans une nouvelle antérieure qui peut être alternée avec celle dans laquelle nous sommes. Procédé très hoffmannien s'il en est.
nous semble même que nous nous trouvons tout d'un coup dans une pièce antérieure de Schumann, son Carnaval, qui est bel et bien cité en étant transformé ici. Il y a ces jeux d'autoréférence qu'adore le compositeur, manière de considérer qu'une pièce n'a pas une forme fermée, mais qu'un réseau de références lui permet d'avoir une sorte de forme, non pas tentaculaire, mais en tout cas pleine de références. Lorsque la pièce s'est transformée, cependant, le matériau est né de la même veine. Ce sont nos 4 notes, mais qui montent, et quand Schumann accentue un petit contrepoint intérieur, même chose, toujours nos 4 notes. Nous pourrions continuer ainsi. La 7e pièce, 3 de nos 4 notes, les 4 notes, tout ce motif lors d'une sorte de fugato central, et également une parenté thématique lorsque le mystérieux cavalier d'une sorte de vision crépusculaire ou nocturne vient hanter la pièce finale. Procédé très étrange de Schumann qui réitérera beaucoup ce motif, comme s'il s'agissait d'un chant bien connu que nous nous remémorons. Sa façon de le varier sera très inhabituelle. Il s'agira d'en fausser l'accompagnement. Autrement dit, la main gauche, qui énonce la base des harmonies, les énoncera parfois quand il ne faut pas, un peu trop tôt, un peu trop tard. Il y aura des décalages rythmiques, toujours inattendus et toujours différenciés, qui apporteront un côté d'étrangeté un peu fantastique à cette scène. Je mets en valeur en accentuant légèrement. Alors, quelque part, la chanson de base pourrait tomber dans un certain académisme, mais grâce à cette basse extrêmement étrange, Schumann arrive à créer cette étrangeté très particulière et lors des réitérations de cette musique a créé une variété toujours très grande. Nous avons tenté ici, en très peu de temps, de dégager une des façons dont un compositeur donne son unité à un ensemble de pages très variées qui donnent l'impression presque d'un éclatement par moment, une sorte de chaos psychologique très organisé, mais de façon parfois tout à fait insaisissable. Et parfois, l'organisation de ces dérèglements est si bien faite que nous perdons nous-mêmes nos repères dans l'audition de cette pièce. Naturellement, il y a bien d'autres façons, ça dépend des créateurs, de traiter la question d'une grande forme à la période romantique et d'un nombre d'idées importants et renouvelées. Lorsque, par exemple, Liszt compose sa sonate, il songe à une forme héritée traditionnelle, la forme sonate, quoiqu'il fasse en fait l'osmose entre la forme du premier mouvement de la sonate, qu'on appelle la forme sonate elle-même, et celle de l'ensemble de la sonate, c'est-à-dire celle qui unifie tous les mouvements de la sonate. Mais en fait, on a une série d'épisodes qui nous fait bien songer au fait que Liszt a été compositeur des poèmes symphoniques et qui nous fait songer à l'influence de l'opéra sur la composition en général dans ce siècle.
Cependant, ce qui sera remarquable, et je n'y reviens pas par mes exemples, non seulement pour des questions de timing, mais aussi parce que nous nous sommes penchés sur cette question dans notre chapitre sur la virtuosité, nous avons ce fait tellement remarquable que, un peu comme Wagner et ses leitmotifs, Liszt arrive à utiliser quelques matériaux thématiques de base pour générer des thèmes extrêmement différenciés qui exprimeront même des principes contraires. Alors, sa vision faustienne, dans tous ces extrêmes, se verra unifiée non seulement par la grandeur et la maîtrise de cette forme qui permet d'avoir une œuvre continue d'une demi-heure, mais aussi par ce travail du matériau lui-même. On voit bien que on vit vraiment à une époque où Wagner va aborder, dans d'autres domaines, de front la question de la continuité musicale et de la façon de la gérer sur le plan de l'enchaînement des idées et de la gestion du matériau. J'aimerais voir maintenant, et de façon plus courte dans chacun des cas de figure, comment, en dehors d'un contexte tonal, des compositeurs vont traiter du problème de la forme. Puisque la question, c'est d'organiser le matériau pour un certain résultat. Quand le matériau à la base change, bien sûr, les propositions de résultats, si j'ose dire, vont changer également. Pour la facilité de la démonstration, j'ai choisi essentiellement des pièces courtes, voire des miniatures, de façon à voir comment, dans des styles très différents, des compositeurs trouvent des solutions différentes. Je vous propose de commencer par Schoenberg et par une nouvelle pièce de son si miraculeuse opus 19, c'est la 5e pièce, avec ses réminiscences de valse viennoise. Tout est à 3 ici, mais voyons comment il finalement donne une certaine direction à sa phrase pour ensuite n'en laisser que des restes, l'interrompre et la conclure de façon presque allusive. Naturellement, puisqu'il s'agit d'une microforme, je parle de phrases comme si nous étions dans notre cours sur le discours, mais à cette époque où on compose avec un matériau nouveau, bien sûr, les compositeurs font toutes sortes de tests. Ils composent notamment avec des petites formes pour essayer d'affronter notre problématique d'aujourd'hui de façon responsable. On voit donc que, puisqu'il y a un matériau où les relations harmoniques ne vont plus engendrer cet aller-retour tonique, dominante, tonique, créant une symétrie de forme qui existe depuis bien longtemps et qui a dicté finalement les formes en ABA du baroque ou les symétries du classique, celles qui ont été remises en question par Schumann, qui terminait parfois une pièce suspendue à la dominante, sans la résoudre. Eh bien, puisque là, on n'a plus ce besoin de revenir sur une harmonie originelle, la raison de cela est acoustique, elle est physique à l'origine, eh bien, plus n'est besoin de réitérer l'idée que nous avions au départ. Donc,
tout le principe de la non-répétition en musique se fait jour ici, et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, nous avons une phrase, et puis quelques restes, une interruption et une courte conclusion. Nous n'avons pas une phrase, et puis la réitération de cette phrase, comme dans le baroque, ou une phrase, et puis le développement de cette phrase, et puis un certain type de réitération de cette phrase, comme dans le classique. Voyons avec Bartók maintenant ce qu'il se passe lorsqu'il s'empare d'un petit matériau de base, 2 intervalles complémentaires, joués aux 2 mains, une formule toute simple. Vous savez, Bartók, c'est un grand constructeur, alors comme Bach ou Beethoven, il part d'un matériau qui va lui permettre d'irriguer tous les autres et donc de créer une grande organicité. Que peut-on faire avec un matériau de départ? On peut le répéter, et puis on peut le transposer, puis on peut revenir au premier matériau, mais en l'écourtant, pour ne pas faire la même chose. Adopter le même principe pour le matériau transposé, écourter encore, en conclure que ça fait un tout qui crée de l'énergie, nous fait arriver un peu plus loin. C'est un pas de franchi. Nous avions un pôle, un deuxième, en voici un troisième. On revient au deuxième. Et quand on reprend le troisième, c'est pour mieux aborder un quatrième, un cinquième. Mais à ce moment-là, ça fait un peu beaucoup, simplement, chaque fois de monter une marche de la même façon. Alors, pour créer de l'intérêt, Bartók combine la marche numéro 5 avec la marche numéro 4 dans la main gauche. Ça crée une harmonie, ça crée un rapport qu'il décale. On fait ça avec les marches, maintenant, les autres marches, non plus 3 et 5, mais 2 et 4, si j'ai bonne mémoire. Et puis entre 2 et 5 maintenant. Et maintenant, pour changer, on ne fait plus. On inverse. Alors ça crée une autre combinaison. Et on change, et ainsi de suite. Et en fait, comme ça, Bartók va créer des petits développements, atteindre certains buts, atteindre au cœur de l'œuvre une tension importante, et revenir peu à peu vers son matériau d'origine. Cela lui permettra du reste d'indiquer une reprise et une répétition ad infinitum, donc c'est un jeu de perpetuum mobile. Ainsi de suite, et on recommence à ce moment-là au point de départ. C'est vraiment un microcosme, mais ça nous montre très bien comment Bartók crée une forme et finalement a un projet général de composition, un perpetuum mobile, à partir d'un matériau en organisant le parcours de ce matériau. Et je simplifierai en disant qu'il procède de cette même façon pour bâtir de grandes compositions, néanmoins, il nous donne vraiment ici des clés pour le suivre dans l'organisation de ses plus grandes formes. À langage différent, forme différente. Ainsi, lorsque on décide que, puisqu'on a 12 sons à portée de la main et plus de langage tonal, on va déclarer chacun égal aux autres et créer le dodécaphonisme, c'est naturellement le système que M. Schoenberg propose, alors ces élèves qui s'en emparent vont le traiter de façon différente. Et que va faire Webern, par exemple?
dans sa troisième période, sa période très géométrique, très systématique, pour traiter de façon légère, dans une sorte de scherzo, de page rapide et légère, une série possible de 12 sons. Eh bien, tout d'abord, il va donner à chaque son un espace différent. Il va le placer dans l'espace. Pardon, je reprends avec l'autre voix. Etc. Alors, ça c'est une des voix, et on va ainsi jusqu'à 12. Ça, une des mains le joue. En regroupant les gestes, en donnant à chacune des notes un profil différent, non seulement en les regroupant, mais en donnant du reste une couleur différente. On sait que Webern, qui était très sensible au timbre, a créé la Klangfarbenmelodie, la mélodie de timbre, une couleur pour chaque note. L'autre main joue quoi? Eh bien sûr la même série, puisque d'utiliser la même succession de 12 sons permet à un morceau d'être organique, comme on utilisait la même gamme ou les mêmes motifs pour générer différents motifs d'une même pièce dans le langage tonal. La main gauche jouera donc la même chose que la main droite, si j'ose dire, mais naturellement, on fait des jeux d'écriture, on fait comme Bach faisait l'autre jour, un jeu de miroir. Donc c'est le renversement de cette série, la même série, mais dans un miroir central par rapport à un axe de symétrie qui est le La. Mais les mêmes regroupements, les mêmes profils. Et que fait Webern? Eh bien, il énonce ces deux lignes en canon, c'est-à-dire avec un tout petit décalage, mais très court. Donc, nous entendons d'abord la main gauche, puis la main droite, d'abord une version de la série, puis l'autre. Mais il choisit de faire une chose très particulière. Chaque note va toujours être énoncée à la même place. Un si bémol sera toujours entendu ici, qu'il soit joué dans l'une des voix ou dans l'autre. Donc, ça va fixer les parties, de sorte que quand l'une sera imitée par l'autre, on entendra les mêmes notes aux mêmes endroits. Et l'axe de symétrie étant là, La se reflètera dans un La qui sera répété. Nous aurons donc une sorte de jeu de bascule toujours entre une version originale de la série et son renversement, donc comme si on faisait un dessin discontinu et le renversement de ce dessin, mais légèrement décalé, et le jeu de décalage est gestualisé par le décalage des deux mains. Quand nous arrivons au bout de l'énoncé de notre série, eh bien, nous en commençons une autre. Vous savez, nous avons 12 sons, 2 fois, une autre fois 12 sons, une autre fois 12 sons. Mais Webern choisit ces séries de façon à ce que les sons finaux soient très repérables. Parce qu'en fait, il jouera sur la symétrie entre l'original et le renversement en les choisissant de façon à ce que les sons soient communs. Bref, pour l'auditeur, ça voudra dire que nous entendrons au début nos phrases et à la fin de nos phrases et au début de nos phrases et à la fin du morceau. Le même son sera là pour nous orienter. De même que les sons extrêmes, si bécard et sol,
extrême des registres seront là pour nous orienter, ou le La quand il se répète, parce que le La est symétrique du La. Alors, nous écoutons maintenant ce jeu où simplement la série superposée à son renversement est réitérée 4 fois, disons, dans ses présentations de base, et nous voyons comment, eh bien, elle est représentée par la petite chorégraphie des 2 mains et comment les notes repères sertissent le tout. Pardon, encore une fois, trop de styles différents dans ce programme. Voilà, donc c'est un simple canon, mais comme il y a toujours ce décalage d'une croche et que toutes les notes sont détachées, on a cette sorte de jeu de ping-pong, vraiment, entre les 2 mélodies sérielles. Ce qui serait intéressant, c'est d'observer comment, en prenant des décisions différentes sur le langage, les compositeurs prendront des décisions différentes sur la forme. Si nous pensons à la génération de l'immédiat Deuxième Guerre mondiale, nous sommes frappés des différences de comportement. Demain, nous nous pencherons avec attention sur les rapports de Pierre Boulez avec la forme dans différentes de ses œuvres. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur cette œuvre fétiche, le 9e Klavierstück de Stockhausen, pour tenter d'être frappé une fois de plus par cette sorte de déterminisme dans les choix qu'a le compositeur allemand. Vous vous rappelez, c'est ce Klavierstück où on oppose des types de matériaux extrêmement tranchés, mais ce sur quoi nous nous penchons aujourd'hui, c'est le travail de forme prédéterminée. Il y a vraiment un a priori pour la Gestalt qui est appliqué, j'allais dire, sans accident de parcours et qui fait que, par exemple, lorsque, dans une première section de la pièce, il s'agit de mettre en jeu 2 fois la même proportion numérique, une fois avec du matériau, une fois sans ce matériau, alors on voit bien que le compositeur s'empare d'une série numérique qui est la série de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc., et fait alterner des phases avec du matériau. Donc on aura 13 fois un accord, 21 fois le même accord, 8 fois le même accord, 5 fois le même accord. Le matériau des hauteurs est fixe, mais le matériau numérique varie, tandis que les silences, eh bien, verront la même pulsation, nous en avons parlé lors du cours sur la pulsation, énoncée 2 fois, 8 fois, 3 fois, bref, c'est vraiment un jeu de proportions intercalées, en quelque sorte. Je joue ce passage et je compte avec vous au début pour montrer comment le décompte intérieur de l'interprète et le sens des proportions de l'auditeur réalisent physiquement cette espèce de projet systématique du créateur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. jusqu'à 1, 2, 3 à la fin, et nous arrivons au bout de cette proposition de quantité de temps. En fait, les différentes sections de la pièce seront décidées de la même façon. Ainsi,
Dans la prochaine section, nous voyons une série, donc un ensemble de 12 sons qui vont tourner sur eux-mêmes, qui sera dispersé partout sur l'instrument, mais les valeurs temporelles, elles, seront toujours celles que j'ai énoncées tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On écoute le son, c'est une expérience acoustique, mais les proportions de temps sont là, 19, 20, 20. J'écourte, 21, 1, 2, 3, jusqu'à 8, 7, 8, 1, 2, 3, 1. Donc ici, on a eu un certain type de regroupement des notes de la série, qui est du reste numériquement préétabli, avec un regroupement temporel par le nombre, qui fait que la décision a priori à déterminer véritablement de la forme de ce segment, de cette partie, comme de la forme de l'ensemble de la pièce, puisque le tout a été formé, disons, par une grande forme, une hyperforme, de la même façon, de même que les œuvres d'une très grande durée de Stockhausen, de plusieurs heures parfois, sont aussi projetées, disons, avec des types de proportions préétablis. Alors, on voit qu'ici, en fait, ce qui est très intéressant, ça va être la vie acoustique du phénomène, parce que si le nombre de notes reste le même, si le timing plus ou moins reste le même, ce qui reste encore à démontrer dans le cadre d'une interprétation, la vie des sons et leur combinaison changent complètement selon l'instrument, selon l'acoustique. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment, non pas l'interprétation, mais la vie de la pièce elle-même, acoustiquement, va varier malgré cette sorte de carcan formel extrêmement déterminé. Il y a un autre type de forme qui n'est pas apparenté, mais dont il nous faut parler parce que, quelque part, il procède aussi d'un côté, j'allais dire, irréversible. C'est la forme en processus, le moment où un type de travail est mis en place qui va se développer ou se déployer jusqu'à un certain point ou jusqu'à le maximum de son déploiement, et bien la forme, ce sera cela précisément. Ligeti a été une des personnes qui a été plus qu'inspirante de ce point de vue, et ce qui est intéressant, c'est de voir, je crois, qu'avant que ceci ne soit quelque part systématisé et théorisé, je crois que ceci existe de façon instinctive, même chez le jeune compositeur, quand il est encore en Hongrie, qui n'a pas été au contact avec les avant-gardes occidentales. On trouve cela, par exemple, dans la première pièce de sa Musica Ricercata, lorsque, au début de la pièce, il semble mettre en place un mécanisme inexorable, qu'on ne pourra plus arrêter, puis un rythme qui va créer des jeux polyrythmiques avec le pattern de base, nous avons déjà entendu des extraits de cette pièce, c'est pourquoi je ne m'attarderai pas trop dessus. Néanmoins, la façon dont elle est conduite et dont elle mène à une exacerbation du matériel de base, qui est en fait une seule note, eh bien, nous montre très clairement que nous avons une radicalisation
dans la façon de développer une pièce que peut-être le boléro de Ravel a intronisé. Et puis plus loin, et puis plus loin, et puis plus loin, et à la fin de la pièce, il semble que cette espèce de conduite d'un mécanisme à son explosion amène presque l'instrument à exploser acoustiquement tout au moins. En fait, à partir du moment où le compositeur se donne un matériau qui lui donne de la flexibilité, il pourra avoir une variété de formes très grandes. Et je crois que c'est le cas chez des compositeurs qui ont atteint une maturité importante vis-à-vis d'eux-mêmes. Je pense à Elliott Carter et à beaucoup de ses pièces récentes. Il est vrai que ce compositeur a toujours eu le talent de faire des propositions différentes avec chaque nouvelle composition. Lui-même déclare chaque nouvelle composition est une nouvelle aventure musicale. Beaucoup de créateurs pourraient reprendre ce propos à leur compte. Chez lui, le résultat formel est particulièrement probant. Si on prend par exemple une de ses dernières pièces pour piano, c'est un double panneau qui s'appelle Deux pensées sur le piano. L'un s'appelle Intermittences, et dès qu'on entend les premières lignes, on comprend tout à fait pourquoi. L'inverse, c'est une pièce dénommée Catenaire qui semble être une simple toccata au début, et là c'est une succession parfaitement régulière de sons percutés. Qui pourrait nous faire penser au début à certaines pièces de Berriot par exemple, si au bout d'un moment n'intervenaient pas des traits absolument distinctifs. De Carter, le polyphoniste, en effet, il ne se contentera pas d'une simple ligne, même voyageant d'un extrême à l'autre, caténaire oblige, d'une ligne électrique et électrisante du reste. Il parviendra à dégager des crêtes de ce mouvement permanent, des sortes de petits contrepoints. Et à d'autres moments, au contraire, il nous montrera que son sens de l'espace et des mouvements appartient à une période qui est vraiment la nôtre. En tout cas, ce projet de jeu de double et la discontinuité systématique du premier mouvement sont bien sûr très frappants comme projet compositionnel. Vous vous rappelez des polyphonies de vitesse de Carter. Alors nous avions 3 tempos différents, dans 3 couches différentes. En réalité, il se passe la même chose dans Intermittences, seulement les couches apparaissent à tour de rôle, de façon furtive, ce qui fait qu'on entend des vitesses différentes. Simplement,
les différentes vitesses sont latentes et révélées de temps à autre, comme de façon fulgurante. Ce qui est intéressant, c'est de voir avec un compositeur comme celui-là comment chaque pièce fait une proposition différente et a son projet formel. Vous vous rappelez la pièce d'anniversaire des 90 ans du compositeur Petrassi, où on entendait 90 fois le même son qui déterminait une certaine longueur, une certaine proportion, en même temps un certain jeu général. Eh bien là, nous nous penchons sur la première des diversions. Nous avons étudié la seconde dans notre chapitre sur le contrepoint. Là aussi, c'est une invention à deux voix. On commence avec une couche, toujours deux sons, toujours régulière. Et en fait, tout du long, l'une des parties restera totalement neutre, pratiquement sans aucun principe évolutif. Par contre, l'autre main, l'autre partie, sera très active. Elle sera très active d'abord parce qu'elle a deux principes en elle-même. Un qui est très irrégulier, ludique, et l'autre au contraire lyrique, beaucoup plus irrégulier. Et puis, ces éléments actifs vont évoluer au cours de la pièce, ils vont dialoguer ensemble et ils vont amener, vraiment faire se développer une dramaturgie en miniature au cours de cette pièce. On le sent dès le départ. Pendant ce temps-là, eh bien, la partie d'origine n'a absolument pas bougé. On voit donc qu'on a deux protagonistes joués par une même main, donc qui de façon linéaire se livrent à un dialogue très actif, et un troisième complètement indépendant des deux autres. Au fur et à mesure de l'évolution de la pièce, eh bien, les principes actifs vont le devenir plus, pendant que le principe d'origine campe sur ses positions. Et ainsi de suite, et ceci avec beaucoup de variété et de fantaisie. Le principe immobile voyage dans les registres, mais jamais dans le tempo ou dans le caractère. Les autres, au contraire, changent toujours de caractère. Et de profil. On sent bien vraiment l'organisation dramatique de la pièce pas à pas, en tout cas pour la ligne qui la guide. Alors, le principe qui au début était le plus ludique est devenu au contraire maintenant beaucoup plus furieux et beaucoup plus rempli aussi, non plus quelques notes mais des vagues constantes, tandis que l'autre principe se limite à très peu de choses. On voit bien que dans le jeu de dialogue, il y a des personnages. Un personnage gagnant et l'autre perdant. Par contre, nous sommes toujours au point mort, si j'ose dire, avec l'idée de base. Mais la pièce avance en tension et il y a un moment où la voix incorruptible va se laisser toucher par le combat des deux autres. Et voici ce moment.
Jusqu'à maintenant, elle est encore tranquille. Et voilà, elle est plus active, plus présente et plus épaisse, pendant que les autres voix se focalisent sur une même note, un fa bécard. Notre voix, toujours régulière, devient une sorte de choral menaçant. Jusqu'à finalement participer au combat général, et on aura alors un matériau très similaire entre les deux couches, des accords, pas avec le même rythme, c'est un polyrythme, mais bien dans la même action générale. Et puis une courte coda où on revient comme distancié aux positions d'origine. Mais de façon la plus économique possible, pour rappeler une dernière fois le fa bécard, cette sorte de focalisation du combat qui a déclenché le combat à proprement parler. On voit donc bien ici quel est le parcours général de la pièce, avec une situation d'origine qui est transformée au bout du compte pour créer une sorte d'interpénétration de couches qui étaient jusque-là tout à fait indépendantes. Nous sommes arrivés, en dépassant sur l'horaire, au terme de notre parcours, et pas seulement de la pièce de Carter. Et si je la retrouve, j'avais un point final que je voulais vous faire entendre, mais je crois que ce sera pour demain parce que le papier s'est perdu parmi d'autres. Quand on n'a pas de tourneur de page, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont même des choses qui arrivent avec tourneur de page, à vrai dire. En tout cas, je voulais terminer par un aphorisme de Courtag. Vous vous rappelez certainement cette pièce de « L'homme est une fleur » sur laquelle nous nous sommes penchés. J'aimerais terminer malgré tout, essayer de terminer par cette pièce. Pourquoi ? Parce que nous avons bien vu que ce jeu de la forme générale est un jeu structurant sur beaucoup de niveaux, qui est un défi d'autant plus grand que le nombre de pièces ou les dimensions des pièces sont développées. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir toujours comment un compositeur joue avec des structures unifiantes en les faisant souvent dévier de leur modèle originel. Et en fait, pour terminer en musique, je voulais illustrer ceci avec cette gamme. Pourquoi une gamme de Do majeur par Courtag ? Eh bien, tout simplement parce que c'est l'ensemble du matériel diatonique dont nous disposons. Certains voulaient disposer des 12 sons pour créer un système dodécaphonique. Lui utilise parfois l'ensemble de ces sons comme un objet trouvé ou simplement comme un potentiel. Et dans la pièce suivante, vous vous rappelez qu'il donne à chacune de ces notes un registre différent. Nous ne reconnaissons donc plus finalement la structure d'origine, mais nous sentons bien qu'il y a une unité référentielle, cachée ou non. En tout cas, là aussi, on commence par une sorte d'axe de symétrie pour nous livrer à un jeu d'espace, mais cette fois-ci, si vous comptez bien les notes, pardon, je dois recommencer parce que j'ai joué une note fausse qui, quand on en a que 7, fait beaucoup en proportion. Cette fois-ci,
nous n'aurons pas seulement les 7 notes énoncées dans le premier cahier de ces jeux, car c'est une version supplémentaire livrée dans un cahier postérieur, une nouvelle fleur, une autre version de ce L'homme est fleur, où il ajoute simplement une note. Et cette autre note est une note très grave, c'est une note bémol, une note très étrangère aux autres, qui apporte une sorte de chapeau supplémentaire à cette forme parfaite qui l'étend en quelque sorte et qui crée un réseau d'autoréférence comme le réseau schumannien pour nous montrer qu'un maître de la miniature, un maître du journal, parfois avec des pièces éparses, sait très bien créer ces réseaux et créer quelque part des ensembles formels dissimulés.